Bonjour à tous, on atteint la fin de la série sur de Ruby à Rust dans l'arc Tech and Dev qui est publié une fois toutes les 2 semaines. Ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, vous avez sûrement vu que j'avais été victime d'un cat bombing. Alors j'espère que cette fois-ci, pour le 6e épisode, normalement la porte est fermée, je devrais être tranquille, je devrais pas me faire attaquer par mon chat. Donc, on va traiter d'un sujet plus facile que sur la dernière vidéo. On va parler des écosystèmes et des communautés. Et enfin, on conclura. Et j'espère que ce cycle de vidéos vous donne envie à la fois d'investir du temps sur Ruby et sur Rust. Jingle! Allons-y, découvrons ce qu'il y a comme écosystème et comme communauté autour de Ruby, autour de Rust, et on va essayer de voir en quoi il y a des similitudes, quelles sont les différences. Donc, commençons par les similitudes dans les communautés et dans la gouvernance. Alors, je vous l'avais dit quand on avait fait un petit peu l'exercice sur les tier lists, des deux côtés, hein, c'est des communautés où plutôt on s'entend bien, hein, ça se fait un peu de bisous. Il y a vraiment une philosophie communautaire sur les deux langages, il y a une vraie appétence des gens qui codent à la fois en Ruby et à la fois en Rust. Alors imaginez un petit peu quand vous codez dans les deux. Le but du jeu, c'est de savoir pas devenir schizophrène pour le coup. En tout cas, ce sont des communautés, dans les deux cas, qui sont extrêmement inclusives. Les gens, euh, et c'est ce que j'essaye de faire, hein, aiment leur langage et du coup souhaitent le partager, souhaitent l'expliquer. En tout cas, moi j'ai croisé beaucoup de gens, c'était plutôt la démarche que j'ai retrouvée. On est sur de l'open source first, hein. C'est des écosystèmes entièrement open source, mais bon, ça, sur Ultra Green, je pense que vous vous en doutiez un peu. C'est des communautés qui aiment la contribution, puisqu'effectivement, surtout Rust, qui est un peu plus récent, il y a un besoin d'accroissement de tout l'écosystème et de tous les outils utilisables avec la technologie. Donc effectivement, les contributions sont encouragées. Alors au niveau des gouvernances, ils fonctionnent à peu près pareil, hein, c'est des requests for comment comme dans beaucoup de projets, hein, et puis il y a un processus de proposition d'évolution qui est assez courant, on va dire. Donc au niveau du développement, il y a une vraie transparence, il y a une volonté vraiment de partager tous les éléments de l'évolution du langage, des outillages et ainsi de suite. C'est des communautés plutôt basées sur la transparence globale. Et il y a des équipes core avec une gouvernance, avec des équipes dédiées. Donc c'est des langages qui sont solides, puisqu'effectivement il y a un maintien qui est garanti par ces équipes core. Donc ensuite, on a des confs aussi régulières. D'un côté, on a la RustConf et de l'autre côté, on a la RubyConf. Ouais, c'est très original, hein. Il y a donc effectivement, hein, c'est des conférences annuelles majeures. Il y a d'initiatives locales, des meet-up locaux, des communautés locales très actives. Et puis, il y a un écosystème éducatif qui est assez développé. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, Ruby c'est plutôt effectivement une communauté qui s'est affaiblie. Moi, je comprends pas les raisons de cet affaiblissement parce que vraiment, je vous le dis, et si je fais cette vidéo et ce cycle de vidéos, c'est parce que je suis persuadé qu'il y a un monde efficace où on a Ruby et Rust dans sa boîte à outils et qu'on sait les utiliser pour ce pourquoi ils sont faits. Alors, les similitudes dans les domaines d'application. Donc là, on va essayer de comparer un petit peu. Le web développement, hein. Dans les deux cas, on a Rails Sinatra pour le côté Ruby, on a Actix Rocket de l'autre côté. La construction d'API reste GraphQL, donc il y a de bons supports pour les deux pour faire du GraphQL. Alors le support GraphQL, il est très ancré autour de Rails pour Ruby. Mais après, effectivement, faire des microservices, typiquement avec Ruby, avec Sinatra, ou
Et puis en reste, c'est extrêmement facile de faire des architectures modernes et puis de faire justement des architectures containerisées microservices. C'est tout à fait adapté. Alors, effectivement, quand on parle du DevOps et de l'infrastructure, c'est des écosystèmes qui sont vraiment construits avec de très bons outils en interface de ligne de commande, qui sont extrêmement adaptés aussi pour faire des interfaces en ligne de commande et de les utiliser aussi pour faire de tout ce qui est automation. Alors peut-être plus Ruby pour le coup parce qu'il a une approche plus DSL pour faire des scripts. Moi, je vais être franc avec vous, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas de ZSH, de Bash, de TC Shell, de Corn Shell ou autre langage de scripting type Bash. Alors oui, peut-être que ce qui est intéressant, c'est que sur un système d'exploitation, un shell, c'est toujours présent. Malgré tout, je préfère encore considérer que sur la machine, je vais avoir Docker ou que je vais être capable d'avoir un Ruby quand même. Et je préfère faire mes scripts, même mes scripts d'admin, en Ruby parce que ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, de pouvoir faire du reuse de librairies et ainsi de suite qui sont beaucoup plus pratiques, de pouvoir gérer mes colorations syntaxiques, mes adaptations, mes inversions de contrôle et ainsi de suite de façon beaucoup plus simple. Il y a des outils absolument géniaux comme Tor par exemple pour prototyper des commandes et ainsi de suite. Donc moi je ne fais pas de shell. Donc dans ma boîte à outils, dès que j'ai besoin de scripter quelque chose, j'utilise Ruby systématiquement. J'utilise aussi Ruby parce que je fais du chef. Je fais aussi bien de l'Ansible que du chef. Et la syntaxe de chef, c'est du DSL Ruby pur et dur. Et on peut même intégrer du Ruby. Voilà, l'application de Ruby dans la partie scripting DSL, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il reste dans ma boîte à outils et qu'il n'est pas prêt de s'en aller. Même si je deviens extrêmement compétent en Rust. Tout ce qui va être monitoring, observabilité, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bibliothèques dédiées de Prometheus, de tous les formats un peu modernes de supervision. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du profiling, pour faire du tracing et ainsi de suite. Donc là, il n'y a aucun problème des deux côtés. Tout ce qui est data processing, alors effectivement, c'est peut-être pas les langages les plus adaptés, mais pour faire de l'ETL, du pipeline, il y a énormément de choses des deux côtés. Et puis, il n'y a plus besoin du perroquet sauvage de Perl, avec son parotte là, pour faire du parsing, de la manipulation de chaînes et ainsi de suite. Ruby fonctionne parfaitement bien pour faire ce genre de choses. Si vous voulez faire des lignes, il n'y a plus besoin de faire du Perl pour ce genre de choses. Faites du Ruby. Alors, les similitudes dans l'apprentissage et l'adoption. Qu'est-ce qu'on peut relever vraiment de notable? Moi, alors ça c'est mon avis personnel. Je trouve que la courbe d'apprentissage, on m'avait dit Rust c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Mais disons que quand on a fait du C dans ses études, dans le début de sa carrière, qu'on a fait pas mal de C un peu système, qu'on s'est intéressé au développement des systèmes d'exploitation, je vais être franc avec vous, Rust, c'est pas franchement compliqué. Il y a beaucoup plus compliqué en courbe d'apprentissage. Je trouve que c'est plus facile à appréhender qu'un Java, par exemple. En plus, la communauté est d'une aide précieuse. La documentation est excellente. Les exemples qu'on peut trouver sont très efficaces et permettent un apprentissage qui va assez vite. Il y a une communauté aidante. Maintenant, si je dois parler de Ruby, je vous l'ai dit, hein, j'ai eu plusieurs fois des apprentis. La vitesse à laquelle on apprend Ruby à quelqu'un est étonnante. Et la vitesse à laquelle on est capable de produire une application web efficace. Alors moi, au début, je préfère avoir une approche plus pédagogique en passant par Sinatra pour vraiment qu'il voit les fondations, les concepts associés à un framework web beaucoup plus minimaliste et après aller sur Rails où on peut faire cette fois-ci les choses en quelques heures, développer une application en quelques heures ou un back-end en quelques heures, une API en quelques heures. Donc, pour moi, les deux sont très bons d'un point de vue des courbes d'apprentissage et des écosystèmes permettant de faire cet apprentissage en soutien ou en autonomie. Alors, la migration et l'adoption.
Effectivement, ils ont la capacité assez facilement d'interopérer parce ils ont ce qu'il faut d'un point de vue web service, parce qu'ils ont ce qu'il faut d'un point de vue libFFI pour Ruby, a la capacité d'exécuter du code compilé, y compris entre les deux d'ailleurs, hein. On peut faire une migration progressive dès lors qu'on code correctement, qu'on sait ne pas faire du monolithe. Bah, moi, c'est un chemin que je fais et que je fais de plus en plus actuellement, de reprendre les endroits qui sont plus critiques, qui nécessitent de la performance, et de les porter depuis Ruby vers Rust, et les deux interagissent parfaitement bien. Alors, il y a... C'est pas moi qui le dis, hein. Pour moi, je peux le dire pour Ruby parce que j'ai suffisamment de retours d'expérience déjà pour moi-même avec ce langage et de la vitesse à laquelle on peut prototyper quelque chose et démontrer quelque chose très vite. Pour Rust, c'est le marché qui le dit, clairement, puisqu'on voit très bien le taux de transformation au niveau du noyau Linux, au niveau des navigateurs, au niveau de ce qu'il est en train de faire et de transformer dans l'informatique moderne. Bon, enfin voilà, n'ayez aucun doute sur le ROI. L'avantage, ce qui fait que le ROI est positif en Ruby, c'est sa vitesse d'appropriation et sa simplicité. Donc, de mon point de vue, il n'y a aucun problème de retour sur investissement pour les deux langages. Alors, les similitudes dans l'écosystème. On l'a un peu vu hein, sur la vidéo 5. Alors, pour ceux qui ont eu le courage, la patience, ce que vous voulez de regarder la vidéo. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, à la fin, rien que pour voir mon chat, je trouve que ça vaut le coup. Le gestionnaire de paquets entre Cargo et Bundler, enfin Bundler Ruby Gem, les deux sont très bien documentés. Les deux sont pareils, fournis d'énormément d'exemples, faciles à prendre à prendre en main. Vous avez vu, malgré tout, en une vidéo de moins d'une demi-heure, on arrive quand même à faire un contour complet d'un exemple de construction d'une librairie. Effectivement, la librairie que j'ai fait, on va pas dire que ça va être la librairie de l'année, mais ce qui est important, c'était tout l'écosystème, la présentation de l'écosystème. Et encore une fois, vous avez Stack Overflow, vous avez énormément de sources qui vont vous permettre d'être accompagnés. Vous avez les communautés autour des langages, il y a des groupes d'utilisateurs qui sont très actifs pour chacun des deux langages. Alors effectivement, ça s'appuie tous les deux sur des registres de paquets, des repositories de paquets, crates.io et versus RubyGem de l'autre côté. Euh, voilà, y a pas grand-chose à souligner de plus, hein. On peut monter en compétences de façon progressive. Il y a aussi une grosse possibilité d'interopérabilité, pardon. Et puis, encore une fois, c'est des gros écosystèmes. Donc effectivement, le ROI va être mesurable parce que vous allez rapidement pouvoir bénéficier de fonctionnalités enterprise ready pour le coup, des deux côtés. Et ce sont des écosystèmes. Alors celui de Rust évolue énormément puisqu'il y a une grosse dynamique autour de Rust. Celui de Ruby est mature, donc il y a déjà beaucoup de choses. Alors, je vais conclure ma série. Encore une fois, j'espère que j'ai réussi à souligner toutes les qualités de ces deux langages et de vous motiver d'abord de faire le petit effort nécessaire à l'appropriation de Ruby et un effort peut-être un peu plus important pour vous approprier. Moi, j'avoue, hein, je suis encore en train de faire ce travail d'appropriation. Je considère que je suis encore en train de le faire parce que j'ai un niveau assez poussé en Ruby. Je n'ai absolument pas le même niveau de performance pour faire du Rust. Je suis encore beaucoup dans la doc, alors qu'en Ruby, ça fait très longtemps que la doc, elle est derrière moi et que je l'ai épluché, poncé suffisamment pour ne plus en avoir besoin. Mais du coup, j'arrive déjà à faire des choses satisfaisantes en Rust. Donc moi, je pense effectivement, hein, tout à l'heure, on parlait de l'appropriation du langage. C'est un langage qui s'apprend assez vite, beaucoup plus que d'autres que j'ai pu essayer. Donc pour conclure, les deux systèmes sont dans des écosystèmes d'outils extrêmement puissants, avec un nombre de librairies déjà très important pour Rust et important, historiquement important pour Ruby, avec beaucoup de choses pour Ruby qui se sont créées autour de lui, sur les méthodologies de développement, sur les méthodologies de test et de développement orientées par le test.
sur la génération de documentation, sur l'utilisation comme DSL et ainsi de suite. Il y a énormément de choses. Donc Rust privilégie l'intégration et la cohérence avec des outils intégrés comme Cargo et RustDoc qui bénéficient de l'évolution globale. Ruby, lui, favorise la flexibilité, la personnalisation, vous avez vu, c'est plus des briques séparées. Et puis je vous le disais, un RSpec, moi je l'ai utilisé pour faire complètement autre chose que de tester du code Ruby. On peut très bien l'utiliser avec Vatir ou avec d'autres librairies de mécanisation web pour faire du test d'acceptance et ainsi de suite. Je l'ai fait sur des projets à titre professionnel, y compris à titre personnel. Ruby, c'est un monde de souplesse et de flexibilité, y compris sur son approche dynamique. Bon, la transition, maintenant, puisque c'était quand même le thème de ma série, la transition de Ruby à Rust, elle implique quand même effectivement d'apprendre de nouveaux outils, mais finalement, ça n'est que trouver le bon outil en Rust pour faire quelque chose qu'on faisait déjà en Ruby, et c'est ce que j'ai voulu souligner de façon la plus forte dans mon cycle de vidéo. Mais vous l'avez vu, hein, les concepts restent les mêmes, les principes fondamentaux restent les mêmes. La principale différence, la différence majeure qu'il peut y avoir, c'est que déjà on a un langage compilé d'un côté, donc on a la performance, la sécurité, la robustesse, mais par contre effectivement on a une approche, si je parle pas de cette différence fondamentale génétique, on va dire, la grosse différence que je voulais souligner moi, c'est l'intégration, la standardisation de Rust par rapport à la modularité de Ruby, qui est plus quelque chose qui a la souplesse comme principe de conception, et alors que Rust, c'est plutôt une cohérence comme principe de conception. Donc, je vous remercie. La prochaine série qui va commencer sur l'arc Tech and Dev, hein, sur la playlist Tech and Dev, va continuer, on va revenir sur un sujet que j'ai traité au tout début de la chaîne Ultra Green. On va reparler de containerisation et on va encore utiliser Docker pour aller au plus profond de la containerisation, s'intéresser au config OCI, au fonctionnement vraiment au cœur de la solution Docker avec Containerd, avec le shim, avec runc. On va essayer de plonger, on va faire un deep dive dans Docker.